La ventilation monopulmonaire est une technique où un seul poumon est ventilé, tandis que l'autre est dégonflé. Cela est nécessaire pour certaines interventions chirurgicales comme les thoracoscopies. En dégonflant le poumon opéré, le chirurgien peut mieux accéder à la région à traiter sans être gêné par les mouvements respiratoires. Le poumon non opéré reçoit tout le volume courant pendant la respiration. Cette technique peut entraîner un déséquilibre ventilation-perfusion important. Il existe 3 méthodes principales. Blocage bronchique. Un bloqueur bronchique est inséré dans la bronche principale du poumon non ventilé pour l'isoler et le dégonfler, permettant à l'autre poumon de recevoir tout le volume d'air. Intubation endobronchique. Une sonde endotrachéale est insérée plus profondément dans une seule bronche principale permettant de ventiler un seul poumon tandis que l'autre est dégonflé. Utilisation d'une sonde endotrachéale à double lumière. Cette sonde possède 2 canaux, un pour chaque poumon. Cela permet de ventiler un poumon tout en isolant et dégonflant l'autre, offrant un contrôle précis de la ventilation. Le blocage bronchique utilise un cathéter à ballonnet pour isoler un poumon. Voici les étapes principales. 1. Un cathéter à ballonnet est inséré dans la bifurcation de la trachée. 2. Une sonde endotrachéale est placée à côté du cathéter dans la trachée. 3. Un bronchoscope est introduit dans la sonde endotrachéale pour guider le cathéter à ballonnet jusqu'à la bronche principale du poumon à dégonfler. 4. Le ballonnet de la sonde endotrachéale est gonflé pour sceller la trachée. 5. Le ballonnet du cathéter bronchique reste dégonflé tant que le poumon n'est pas totalement dégonflé. 6. Le cathéter peut également être utilisé pour l'aspiration et l'application d'une pression positive continue dans le poumon isolé. Bien que cette technique soit relativement facile à mettre en place, elle présente un risque de déplacement du cathéter pendant l'opération, ce qui pourrait obstruer la ventilation d'un ou des 2 poumons. L'intubation endobronchique consiste à insérer une sonde endotrachéale de diamètre inférieur à celui de la bronche ciblée, permettant ainsi de ventiler un seul poumon. 1. Une sonde endotrachéale est insérée dans la bronche principale du poumon à ventiler. Sous guidage bronchoscopique. 2. La sonde doit être placée avec soin pour éviter l'occlusion des bronches lobaires en alignant correctement l'orifice distal et l'orifice latéral de la sonde. 3. Le ballonnet situé à l'extrémité de la sonde est gonflé pour isoler la bronche du poumon ventilé. Un mauvais positionnement du ballonnet peut entraîner une ventilation insuffisante ou le déplacement de la sonde. Limitation et précaution. Cette technique n'offre pas de moyen d'aspiration ni de ventilation intermittente du poumon, qui reste dégonflé pendant la procédure. Dans certaines espèces, si la bronche principale droite est intubée, le lobe pulmonaire crânial droit risque de ne pas être ventilé. L'intubation avec une sonde endotrachéale à double lumière permet de contrôler la ventilation de chaque poumon de manière indépendante. La sonde à double lumière est constituée de 2 cathéters fusionnés côte à côte, chacun avec une lumière pour ventiler un poumon. Elle peut être orientée à gauche ou à droite. Une sonde gauche a un côté gauche plus long que le droit. Une sonde droite a un côté droit plus long. Ballonnet. Ballonnet proximal. Situé dans la trachée, il scelle les poumons de l'environnement extérieur. Ballonnet distal situé dans la bronche principale, il isole les 2 poumons permettant une ventilation séparée de chaque poumon. La sonde est insérée dans la trachée puis orientée vers la bronche principale gauche ou droite. Un bronchoscope est utilisé pour guider le placement de la sonde et garantir qu'elle est correctement positionnée dans la bronche principale choisie. Le ballonnet bronchique est juste sous la bifurcation trachéale. Une fois les ballonnets gonflés, la ventilation est effectuée et l'auscultation des 2 poumons permet de s'assurer que des bruits respiratoires bilatéraux sont présents. Si aucun son n'est détecté d'un côté, la sonde doit être légèrement retirée. Ensuite, en clampant un côté, il ne devrait pas y avoir de bruit respiratoire ou de mouvement thoracique, confirmant une bonne séparation des poumons. Les sondes à double lumière permettent non seulement la ventilation mais aussi l'aspiration et l'insufflation de chaque poumon individuellement. Cependant, ces sondes ont un diamètre plus petit, ce qui peut augmenter la résistance à l'air pendant la ventilation. La ventilation monopulmonaire, bien qu'efficace pour certaines interventions chirurgicales, peut entraîner plusieurs complications. Une surinflation du ballonnet peut désaligner la sonde ou le cathéter,
ce qui peut nuire à la ventilation. Cela peut également obstruer partiellement ou complètement le flux d'air vers un ou les deux poumons. La surpression peut déplacer la carène trachéale vers le côté opposé. Ce déplacement peut obstruer le flux d'air, entraînant une ventilation inadéquate, notamment dans un poumon et provoquer l'affaissement du poumon contralatéral. Obstruction des bronchioles. Une surinflation peut obstruer les bronchioles lobaires crâniales qui se ramifient à partir de la bronche principale, causant ainsi une ventilation inadéquate. Lorsque le ballonnet d'un tube endobronchique est trop gonflé, il peut comprimer l'intérieur du tube, réduisant ainsi l'espace par lequel l'air peut passer. Si cette pression excessive est maintenue, elle peut causer des dommages graves aux voies respiratoires pouvant aller jusqu'à la rupture des bronches ou de la trachée. Lors de l'intubation endobronchique, insérer la sonde trop loin peut nuire à la ventilation du poumon intubé, ce qui complique davantage la gestion des voies respiratoires. La gestion de la ventilation monopulmonaire nécessite une attention particulière pour assurer un échange gazeux adéquat tout en minimisant les complications. Des concentrations élevées d'oxygène doivent être administrées pour éviter la vasoconstriction pulmonaire hypoxique dans le poumon ventilé. Ce poumon doit assurer tout l'échange gazeux et recevoir un volume courant normal de 10 ml par kg. Éviter des volumes courants élevés et des pressions inspiratoires trop élevées, car des pressions supérieures à 15 cm d'eau peuvent augmenter la résistance vasculaire pulmonaire et favoriser le flux sanguin vers le poumon non ventilé. Augmenter la fréquence respiratoire d'environ 20% pour maintenir des niveaux adéquats de CO2. Éviter l'hypocapnie, qui peut également augmenter la résistance vasculaire pulmonaire dans le poumon ventilé. Appliquer une pression expiratoire positive au poumon ventilé pour minimiser la télectasie en veillant à ne pas dépasser 5 cm d'eau, car cela pourrait augmenter la résistance vasculaire pulmonaire et pourrait entraîner une redistribution du flux sanguin vers le poumon non ventilé. La ventilation en pression positive continue du poumon non ventilé en administrant 100% d'oxygène à 5 à 10 cm d'eau pour permettre l'absorption d'oxygène. Cependant, des niveaux de pression trop élevés peuvent obstruer la vue du chirurgien. Associer la pression expiratoire positive et la ventilation en pression positive continue pour optimiser l'oxygénation tout en maintenant une ventilation adéquate.